Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille? Comment cultiver une vie amoureuse rayonnante jour après jour? Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable. Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr, sortie officielle le 2 juin chez Erol Éditions. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazi Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. Nous accueillons aujourd'hui Marie, 40 ans, en couple avec Thierry depuis 15 ans. Ensemble, ils ont 2 enfants âgés de 11 et 9 ans. Marie et Thierry ont traversé une crise de couple très importante, due notamment au mal-être de Thierry. Marie s'est souvent trouvée démunie pour parler de cette situation à ses enfants. En de telles circonstances, la tentation peut être grande de les mettre à l'écart pour les protéger. Mais est-ce vraiment la bonne façon de faire? Alors comment parler à ses enfants des difficultés que notre couple rencontre? C'est la question que nous allons nous poser aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. Marie-Lise, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Moi aussi, Sadiq. Bonjour à vous deux en tout cas. Et bonjour Marie, que nous accueillons aujourd'hui à notre micro. Bonjour. Alors Marie, tu es venue vers nous suite un peu à l'appel à témoins qu'on avait lancé parce qu'on voulait avec Marie-Lise parler de la gestion des conflits dans le couple par rapport aux enfants. C'est-à-dire comment on peut parler de ce qu'on vit dans son couple, comment on peut parler des tensions qui existent au sein de son couple à ses enfants. Donc c'est avec cette problématique que tu es venue vers nous. Je t'en remercie parce que ça témoigne d'une grande confiance. C'est vrai que ce que vous vivez dans votre couple n'est pas évident. Donc merci à toi. Alors est-ce que tu veux bien, pour qu'on puisse faire connaissance avec toi, te présenter en quelques mots? Alors du coup, j'ai 40 ans. Je suis normalement clerc d'huissier et là je suis en arrêt maladie. J'ai 3 enfants, dont une grande qui est en fait d'un précédent mariage. Et donc ils ont 17 ans, 11 ans et 9 ans. D'accord. Vous êtes en couple depuis combien de temps? On est en couple depuis 15 ans à peu près et on est mariés depuis 11 ans. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous retracer un petit peu votre histoire de couple? Alors on s'est rencontrés par des amis un peu à l'improviste, c'était pas vraiment prévu. Moi je sortais tout juste de mon divorce donc j'étais pas spécialement prête à ça. Et puis voilà, on s'est mis ensemble tranquillement finalement. Au bout de 4 ans à peu près, je suis tombée enceinte donc de notre première fille et on s'est mariés rapidement puisqu'en fait il partait en mission en Afghanistan. Donc c'était utile d'être mariés. Du coup ton mari est militaire? Oui, c'est ça, il est militaire. D'accord. À partir de quand est-ce que ça a commencé un peu entre vous à être compliqué? Alors, tout début au retour de l'Afghanistan, ça allait encore très bien. J'avais pas spécialement conscience en fait que lui avait eu une mission difficile parce que moi, l'air de rien, je venais d'accoucher, donc j'étais avec mon bébé. Enfin, je pense qu'on n'était pas sur le même monde finalement. Moi, j'étais avec mon bébé et lui était avec son retour. Et au début, ça allait en fait. Et après, on a été mutés. Et je pense que c'est ça qui a plutôt été le déclencheur, c'est qu'avec cette mutation, on avait beaucoup d'amis là où on était. On était comme un vrai cocon familial avec des amis proches, etc. Et à cette mutation, tout le monde est parti dans les 4 coins de la France. Et je pense que ça, c'est le déclencheur où on s'est retrouvés bien moins encadrés, moins de voilà.
moins de partage, un peu seul, quoi, finalement. Et comment ça s'est manifesté au sein de votre couple? On a eu un troisième enfant, un petit peu rapproché, mais bon, enfin, il y avait à peine 2 ans d'écart, on va dire. Donc, un petit peu raccroché, un petit peu fatigué, et c'était un fils. Et je pense que lui, ça a réveillé aussi son enfance qui a été très compliquée avec son père. Et par exemple, je suis allée voir un micro-kiné et qui, pour lui, c'est assez évident. Bon, après, on en pense ce qu'on en veut. Mais sa relation avec son fils, pour lui, lui met une grosse gifle dans la relation que lui a eue avec son père aussi. Parce qu'il y a vraiment ce passé-là qui, à mon avis, n'aide pas du tout. Et alors, tu dirais que comment est-ce que justement vous dans votre couple, c'est que tu l'as senti plus nerveux, tu l'as senti sous tension ouais. Oui, alors il était, le moindre petit truc qui dépasse, ça l'énerve. Alors ça a commencé par quand il rentrait, il fallait qu'il fasse la vaisselle s'il y avait un verre qui traînait, il fallait qu'il fasse le ménage, il fallait pas que les enfants parlent trop fort, il fallait pas que les enfants jouent trop fort. Tout devenait énorme pour lui à supporter en fait. Et il n'arrivait plus, donc il rentrait de plus en plus tard le soir. Sauf que régulièrement, il arrivait à l'heure du dîner. Donc, à l'heure du dîner avec 3 enfants, c'est, je crois, la pire heure à laquelle il faut pas rentrer. Hein. C'était un peu stupide. Je pense qu'au final, ça l'aidait pas parce que plus il revenait tard et plus, il voyait plus les bons côtés en fait d'être avec les enfants, d'être avec moi, parce que voilà, quoi, c'était compliqué forcément. Hein. Et il arrivait à t'expliquer justement pourquoi il rentrait plus tard, pourquoi il était moins présent à la maison? Non, vous arriviez à en parler de ça? Il m'expliquait pas, il me disait juste que il avait besoin de liberté, qu'il en avait marre d'être enfermé. Il arrivait pas encore à ce moment-là à vraiment poser des mots, mais il voulait plus de responsabilité. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que des responsabilités, quelque part, il en avait pas à la maison. Parce que c'est pas moi qui faisais tout, mais quand même, c'est moi qui m'occupais du jardin, qui tondais le gazon. S'il y avait des réparations à faire, c'est moi qui les faisais. L'administratif, tout ça, c'était moi. Donc c'était très énervant pour moi d'ailleurs parce qu'il me disait qu'il voulait plus de responsabilité, alors que de mon côté, je lui disais mais t'as rien en fait. Enfin, t'es jamais là à l'heure du bain, t'es pas là. Donc voilà. Et petit à petit, du coup, il a fini par laisser un peu tomber son couple, sa famille, à vous délaisser. Ouais, il délaissait tout le monde. Il jouait plus du tout avec les enfants. Avec moi, on n'avait plus de moments. Il me reprochait presque d'être une maman, plus qu'une maman quelque part. Mais à côté de ça, quand je lui disais viens, on va se faire un petit resto en amoureux, il y arrivait pas non plus. Il avait vraiment tout abandonné quoi. Là, ça a pris encore 1 année ou 2, et là, il montait vraiment en pression et aussi ça se ressentait aussi avec son expression. Donc, il se mettait de plus en plus à crier sur les enfants et à utiliser des mots. Et encore maintenant, il a vraiment du mal. Il utilise des mots vraiment, mais très, très forts. C'est-à-dire que sur le fond, il peut avoir raison, mais alors sur la forme, c'est une horreur. Par exemple, quand notre dernier essayait de ne plus faire pipi au lit, le matin, il était capable de lui dire « Ah, mais t'as encore pissé !» Et en fait, évidemment, ce mot, il est horrible, alors que... mais quelque part, il s'en fiche, parce que bon, ça, pour le coup, il est capable de comprendre que c'était une tape normale. Mais incapable de lui dire bah t'as fait pipi, c'est pas grave, on va nettoyer les draps quoi. Et ça c'était en lien avec ce qu'il avait connu lui. Ouais, je pense. Enfant. Il a vraiment été battu avec des coups de ceinturon côté ferraille, pas juste une claque. Hein. Et pareil, il fallait pas que ça dépasse. Les chambres étaient toujours rangées, il y avait le ménage à faire tous les jours. Enfin, très très carré chez eux. Quand on s'est connus d'ailleurs, il m'en avait quasiment pas parlé. Et c'est moi qui lui avais dit viens si tu veux, on va voir tes parents, parce que je l'avais trouvé un peu éloigné. Et donc moi c'est pas dans mes habitudes quoi. Chez moi on se parle en famille. Donc je lui avais dit viens si tu veux, on recrée un lien avec tes parents. Et ça je m'en veux un peu parce qu'au final c'est moi qui l'ai ramené, qui recréait un lien. Et en fait on aurait mieux fait de couper les ponts, ce qu'on a fait d'ailleurs maintenant. Oui, enfin tu t'en veux, mais en même temps t'avais pas les clés pour le savoir, tu vois. Donc c'est compliqué pour toi si lui t'avais pas pu t'en parler. Effectivement, c'était compliqué. Et lui, ça, il pouvait mettre des mots là-dessus en faisant le lien justement avec son enfance. Est-ce que lui, il en était capable? Non, il n'était pas du tout capable de se rendre compte. Alors il y a quelque chose par contre qui m'a toujours dit, mais ça a mis très longtemps à monter au cerveau. Il m'a toujours dit me laisse pas devenir comme mon père. C'était fort ça. Même si c'était pas ta place à toi, c'était quand même c'était fort comme demande. C'est ça. Et alors il va pas vers la violence physique pour le coup,
En même temps, il me dit oui, mais je me retiens. Alors je sais pas à quel point il se retient, mais il est dans la violence verbale, clairement. Je veux dire, il le sait, hein. Il le sait, mais voilà. Alors, tu nous l'as expliqué quand on a parlé en amont de l'épisode que pour le coup, il y avait une prise de conscience et que maintenant, il se faisait suivre pour ça, parce que tu lui avais mis un peu un ultimatum de ton côté. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que comme il est toujours en recherche de cette liberté et de ne pas avoir de responsabilité et qu'il a peur aussi de craquer et d'être violent avec les enfants ou avec moi, il préfère fuir. C'est beaucoup plus simple. Hein. Et du coup, il y a des moments où moi, je savais pas forcément où est-ce qu'il était. Enfin, au bout d'un moment, moi, j'ai dit, ça suffit, quoi. Je me doute bien que quand tu me dis que tu vas dormir je sais pas où, a priori, je vois pas de facture d'hôtel. Donc, voilà. Donc, on a commencé à parler séparation, ne serait-ce qu'un temps, pour que lui puisse réfléchir à ce qu'il veut réellement ou pas, quoi. Il a bien fallu que je dise à nos enfants que papa, il serait pas là pendant 6 mois et que c'était pas une mission pour l'armée. Et moi, je lui avais dit que c'était hors de question que je mente à nos enfants, pour le coup, là-dessus. D'accord. Et donc, tu as mis un ultimatum, il s'est pris en charge. Donc, aujourd'hui, il se fait suivre? Aujourd'hui, il se fait suivre, oui, avec donc un psychologue qui lui fait faire de l'EMDR. Il essaye de faire ça le plus régulièrement possible avec le travail, quoi. D'accord. Et vous vivez ensemble? Oui. Et il est revenu à la maison aussi à 100% quand je lui ai dit que c'était ou ça ou là je partais et que il aurait plus de mes nouvelles, juste des enfants. D'accord. Alors, donc en fait, t'es venu vers nous, c'était notamment pour le sujet des enfants, sur la façon dont on pouvait leur parler de ça. Comment est-ce que toi tu t'y es prise un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire? Alors au final, il y avait quand même des moments où, comme il veut toujours que leur chambre soit parfaitement rangée et que les deux sont dans la même chambre, c'est juste impossible. Donc quand il montait les aider à ranger la chambre, moi il y a des moments où j'avais quand même peur parce qu'ils criaient trop fort, donc je montais pour surveiller que ça parte pas en cacahuète. Et donc eux commençaient aussi à avoir peur. Donc déjà il y avait déjà eu quelques échanges où ils me disaient qu'ils avaient quand même un peu peur de papa de temps en temps. Et puis quand il est venu de moins en moins, j'ai commencé quand même à leur expliquer que peut-être que papa avait envie de partir, alors en essayant de leur dire que c'était moi qui l'aimais plus. Et en même temps, surtout notre fils pour le coup, c'est lui qui a eu beaucoup de mal parce que il sentait que j'étais seule. Qui avait quel âge alors, du coup, à l'époque? Il avait 7-8 ans. Et en fait, j'ai été obligée de l'emmener voir une psychologue aussi parce que il se raccroche complètement à moi. Et il m'a dit, il y a encore pas très longtemps d'ailleurs, son père était parti faire une soirée entre copains, mais là je savais où il était. Et il est venu me retrouver dans notre lit et il m'a dit, c'est bon papa, il rentre bien cette nuit. Donc je lui ai dit, oui, t'inquiète pas, il fait juste la fête, mais après il rentre. Et il m'a dit, mais si tu veux, en attendant, c'est moi le chef de famille, je reste avec toi. Évidemment, voilà. Et en fait, il a dit à sa psychologue qu'il ne pouvait être heureux que si j'étais heureuse. Oui, parce qu'il se comprend et ce qui paraît assez naturel de la part d'un enfant. Alors nous, on va essayer, tu vois, je pense que le cas, évidemment, enfin, tu es aidé, tu es suivi, donc on va pas se permettre avec Marie-Lise d'aller sur cet axe. Nous, on va essayer de voir avec toi comment est-ce que dans une telle situation, et peut-être aussi dans des situations qui peuvent être parfois moins conflictuelles et moins douloureuses, comment il est possible de parler à ses enfants, comment est-ce qu'on peut leur faire prendre conscience, parce que les enfants, ils ont toujours conscience de ce qu'ils vivent, mais comment on peut mettre des mots avec eux sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils vivent, à la fois sans les effrayer, mais sans non plus, je pense en tout cas, qu'ils soient dans l'illusion. Et donc, je vais maintenant passer la parole à Marie-Lise, avec laquelle on va avoir un échange très riche, certainement. Merci Marie pour ton retour. Vraiment, je me dis la violence et la surprise aussi pour toi de découvrir la face cachée de l'iceberg entre l'homme que tu as rencontré, avec lequel tu t'es mariée, et ce que tu découvres aussi après des années de mariage. Rien que ce point-là, ça me permet de remettre en avant quelque chose qu'on aborde dans notre livre avec Swazik, mais l'importance aussi, quand on se met en couple, quand on fait le choix de se marier, de pouvoir se connaître soi-même, s'aimer soi-même et analyser avec recul et discernement son histoire, revisiter aussi son histoire familiale et d'enfance, et pouvoir aborder aussi ses difficultés avec son conjoint, tout simplement pour pouvoir savoir quel chemin on va prendre, quelles sont nos craintes potentielles par rapport à notre histoire. Et je me dis, ça aurait pu t'aider, toi, ne serait-ce
dans ton lien avec tes beaux-parents. Et de toute façon, on refait pas l'histoire, mais je me dis pour les jeunes couples qui sont avec nous, ça peut être utile de vraiment de pouvoir se dire cette importance-là, en tout cas de se parler à cœur sur son histoire. Ça me permet de faire un point là, ce dont tu as parlé avec l'histoire de ton mari sur les violences sur les enfants et les violences conjugales. Je trouve que bien souvent c'est quelque chose. On a un Léon bien bavard aujourd'hui. Je trouve que c'est des choses qui sont souvent un peu. En fait, leur impact sur la famille et les enfants sont souvent mises de côté. Et souvent on dit mais les enfants par exemple non, bon, là c'est pas le cas pour ton mari, mais n'ont pas été frappés, enfin ils ont rien eu, c'était juste les parents entre eux. Et en fait c'est faux. Rien que d'être spectateur de ça, des violences de ses parents, c'est déjà un traumatisme en soi pour les enfants, et ils méritent un suivi et de pouvoir aussi travailler sur ça, parce qu'il y a plein d'études, j'ai pu travailler sur ça, mais qui ont montré l'impact de ça sur les enfants. Et ce qu'on retrouve en fait souvent comme symptômes, c'est déjà ce que tu as dit de base, des difficultés souvent dans ces familles-là à exprimer leurs émotions, avec parfois une estime de soi qui est plutôt faible, à se valoriser, ce genre de choses. Et aussi ce qu'on peut retrouver, c'est des modèles du genre très catégoriques, avec la vision de l'homme, de la femme, et comment aussi on peut s'autoriser à grandir différemment. Et ça, parfois, ça peut être difficile pour les enfants qui ont vécu dans des familles comme ça, avec la difficulté de s'extraire de ce milieu. On voit que ton mari, il a réussi à faire un chemin, et que là, la rencontre avec d'autres éléments traumatisants pour lui, comment ça a pu, on va dire, réactiver le traumatisme de l'enfance. Juste, c'est hyper intéressant là ce que tu parlais de l'EMDR, pour en parler un petit peu pour ceux qui nous écoutent, qui savent pas ce que c'est. Donc l'EMDR, ça a été inventé par une psychologue américaine. En français, c'est la désensibilisation et le retraitement par les mouvements oculaires. C'est beaucoup utilisé dans tout ce qui est traumatisme psychique. Donc dans les traumas, ça a été beaucoup utilisé dans l'armée d'ailleurs avec les militaires, mais c'est aussi utilisé dans des contextes. Je vois des patientes que je réoriente quand il y a eu des situations d'abus ou de viol ou ce genre de choses. Et c'est basé sur les mouvements des yeux, le balayage rapide de droite à gauche, avec un dialogue avec le thérapeute. Mais il y a d'abord ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure, un échange avec le thérapeute pendant 3 à 4 séances de mise en confiance. Et après, il y a ces stimuli justement avec les yeux pour aussi se reconnecter aux événements traumatiques et pouvoir réintégrer ça dans le psychisme. Enfin, c'était un aparté par rapport à ça. On parlait des violences dans la famille. Ça me permet de rebondir là sur les violences au sein du couple, comment en parler avec les enfants, à quoi faut être vigilant, la difficulté de vivre ça. Et c'est bien ce que je dis, il faut vraiment pas négliger la violence qu'il peut avoir dans un couple, l'impact que ça peut avoir sur un enfant. Et en même temps, je veux dire, tout couple a des moments de dispute, des moments de difficulté. Et je pense que ça va être ça qu'il va falloir capable de distinguer et de faire la part des choses. C'est la différence entre une situation de violence au sein du couple et une situation de dispute. Et en fait, pour réussir à distinguer ça, je pense que c'est est-ce qu'on a un échange où on se respecte encore l'un l'autre. Et quand on n'est plus dans ce cas-là, où il n'y a plus la notion de respect de l'altérité de l'autre, là, on est dans une situation de violence. Et là, c'est dangereux, à la fois pour le couple et pour les enfants qui peuvent assister à ça. Donc, c'est comment on va réussir, en fait, d'un point de vue imagé, en fait, je dirais la dispute, il y a le couple, il y a les 2 personnes de chaque côté qui sont au même niveau d'un point de vue latéral. Donc, dans une situation de violence, il y a une position, en fait, verticale, où il y en a un qui va dominer l'autre ou essayer de le dominer. Et c'est là où, en fait, on perd le respect, où on peut avoir aussi des injures, l'idée d'humiliation, de rabaisser l'autre en fait. Et là, il y a plus de négociation possible au sein du couple. Et là, c'est destructeur pour le couple et pour les enfants qui peuvent vivre ça. Donc là, concrètement, on va être vigilant à est-ce qu'on est capable de négocier, est-ce que ça commence à aller trop loin avec des insultes et ce genre de choses. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour stopper peut-être l'échange dans ces moments-là, se dire là, ça dérape complètement. C'est pas le moment pour en parler. Il faut qu'on puisse se respecter l'un et l'autre, mais pouvoir le formuler, dire on peut ne pas être d'accord, mais c'est important qu'on puisse échanger sur ça en se respectant l'un et l'autre. Donc dire des moments de pause comme on le fait avec les enfants. Je vois par exemple avec les enfants, on va leur dire tu vas te calmer dans ta chambre, on en rediscute après, on va faire le point, on va parler de ça, de tu n'es pas d'accord sur j'en sais rien cette autorisation de sortie, mais on va attendre qu'il y ait une redescente des émotions. Comment dans le couple on peut peut-être le faire pour pouvoir revenir à une discussion qui sera constructive et où on respecte la différence. En fait, quand il y a une violence, c'est tout simplement comme si on venait nier la différence de l'autre, comme si on venait lui dire, en fait, ce que tu penses, c'est ridicule, tu penses différemment de moi, ça, donc c'est naze, en fait, ça n'a pas de valeur et
et je veux te détruire parce que t'es différent de moi. Et c'est vraiment là le risque, en fait. Donc, ça va être de pouvoir s'extraire et se dire, est-ce que je me sens respectée? Est-ce que là, dans ce que je peux dire, je respecte toujours l'autre? Parce que souvent, quand on se dispute ou qu'on a des situations de violence, on n'est même plus dans l'idée constructive de trouver des points d'accord, mais dans qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire pour lui faire mal. Et là, ça craint, en fait. C'est plus du tout adapté. Et où on se dit, il faut un tiers, il faut faire quelque chose. Donc ça, c'est un peu, les idées pour être les points de vigilance pour tous les couples qui peuvent nous écouter pour dire, est-ce que c'est une dispute constructive qui a de la valeur et qui va nourrir notre couple, ou est-ce qu'on est dans une situation de violence qui va que détruire notre couple, abîmer notre relation et en plus donner une mauvaise image à nos enfants. Donc, pour résumer, c'est ça. Donc, le respect, pouvoir se mettre à l'écart, exprimer ses besoins, ses émotions, comment on vit la chose et pouvoir prendre un temps de qualité pour discuter. Par rapport aux enfants, aux disputes et aux enfants, j'ai pensé à plusieurs choses. Ce qu'on peut observer lorsqu'il y a des conflits dans le couple, c'est que les enfants, en fait, soit ils sont placés en position d'alliés ou un peu otages de la relation des parents. Et là, c'est intéressant par rapport à l'exemple que tu as donné aussi avec ton fils, c'est comment lui, en fait, il va se dire, je m'inquiète pour ma maman et en fait, mon objectif, ça va être de la protéger, en fait, parce que j'ai peur pour elle. Et ça va être ce que tu as dit spontanément, Swazik aussi, mais c'est comment on va clarifier le rôle de chacun des enfants quand tu as des disputes, de leur dire t'es pas là pour réconforter maman, t'es pas là pour réconforter papa. Et on peut leur dire aussi tu vois, mamie, elle est là, je peux échanger avec elle, avec un adulte, parler de ça, des difficultés qu'on a, ou papa, tu sais, il va avoir quelqu'un qui va l'aider, un psychologue ou j'en sais rien, le médecin. Et moi aussi, j'ai mes amis, j'ai des adultes avec qui je peux en parler, avec qui je peux parler des difficultés qu'on peut vivre au sein du couple. Mais c'est pas ta place à toi en tant qu'enfant de me remonter le moral, en fait. C'est pas ton rôle en tant qu'enfant. Toi, ton rôle, c'est de grandir, de t'amuser. Tu peux être inquiet pour nous, mais sache qu'il y a des personnes qui sont là et qui s'inquiètent pour nous et qui nous aident à prendre soin de nous. Mais c'est pas ton rôle à toi. Donc, comment on va pouvoir clarifier ça? Parce qu'on voit, par exemple, il y a des enfants qui développent des symptômes, qui développent des phobies scolaires et qui veulent plus aller à l'école. Et en fait, on se rend compte qu'ils restent à la maison tout simplement pour prendre soin d'un des deux parents, en fait. Parce qu'ils se disent, en fait, qu'est-ce qui va arriver si je vais à l'école? Qu'est-ce qui va se passer pendant que je serai pas là? Est-ce que ma maman ou mon papa, il va être au fond du trou? Et c'est inconscient, c'est quelque chose qui est mis en place, mais c'est des choses qu'on peut retrouver dans des familles, quand il y a des situations de violence ou de conflits intenses. Donc, ça va être aussi, je parlais d'un enfant qui va être allié ou otage. En fait, on va être otage d'une relation où on se dit, comme si c'était un peu pris au piège, en fait. On voit des enfants qui sont pris dans des coalitions, par exemple, reste avec moi, sinon c'est un espèce de chantage un peu affectif, reste avec moi, c'est moi le meilleur parent, ta mère elle t'aime pas vraiment, c'est pas du tout ce que vous avez dit, mais ce qu'on peut voir dans des situations de rupture, où ça c'est le risque en fait, avec une espèce de situation où on demande à l'enfant de faire un choix impossible en fait. Est-ce que tu préfères maman ou est-ce que tu préfères papa? L'un qui dit viens de mon côté et l'autre qui dit la même chose, et où là l'enfant il se retrouve au milieu et où il peut rien faire en fait. Donc c'est vraiment un conflit de loyauté qu'on peut retrouver typique dans des situations de violence et de conflit. Donc ça va être ça en fait, de lui dire, tu sais, peut-être que papa en ce moment il a pas des comportements adaptés ou qui nourrissent notre couple, qui sont difficiles pour notre couple, pour notre amour, pour qu'il puisse grandir, nourrir notre amour de papa et de maman. Mais ça changerait en fait que c'est ton papa et qu'il t'aime très fort en fait. Et ça peut être difficile par rapport en tout cas à toutes les familles que je vois, parce que nous-mêmes on est en colère, l'un des deux époux il est en colère contre le conjoint, et de pouvoir toujours respecter l'autre dans sa place de parent en fait auprès de son enfant. Et c'est ça parfois qui est le plus dur aussi, c'est parce qu'on a beaucoup de colère et de réussir à ne pas la transposer à l'enfant qui doit se dire si maman elle est en colère contre papa ou si papa est en colère contre maman, ça veut dire que moi si je dis que je l'aime ou que je suis pas en colère contre elle, ça veut dire que j'aime plus maman ou papa. Vous voyez le triangle un peu qui se met en place, et là ça devient des scénarios impossibles pour les enfants en fait. On les met dans des places complètement ingérables. Donc c'est vraiment cette histoire de place, comment on peut leur dire la vérité tout en étant garant, de leur dire ça reste ton père, je reste ta mère et on t'aime tous les deux très fort en fait. Et c'est ça qu'on va beaucoup voir, c'est les enfants en fait, ce qu'ils ont peur par-dessus tout, même quand ça va bien aussi, c'est de perdre l'amour de leurs parents. Donc c'est comment on va les rassurer sur ça. Et là par rapport à ce que vit ton mari, où il y a un syndrome post-traumatique très clairement, il y a des livrets et des livres aussi qui existent, je sais pas si tu as pu en avoir, mais
pour expliquer ces symptômes-là aussi aux enfants. Dire, tu vois, papa, en ce moment, il est plus aigri. Papa, il fait peut-être des cauchemars, il part de la maison, mais c'est pas parce qu'il vous aime pas, mais comme tu l'as très bien dit, en fait, c'est pas par volonté, je pense, de se désengager, mais le seule solution qu'il a trouvée pour faire face à ces symptômes, c'est la fuite, en fait. Parce que rien que l'idée d'être père et d'être mari et d'être pris dans cette famille, il se sent pris au piège, en fait. Et il a la crainte de répétition des comportements qu'il a eu dans sa famille. Donc, en fait, c'est même une position de survie qu'il a eu en étant dans la fuite, en fait. Donc là, il va apprendre avec la thérapie à faire autrement, mais pouvoir peut-être expliquer, donner des mots pour les enfants, pour pouvoir expliquer que c'est pas parce qu'ils les aiment pas qu'ils s'en vont, et c'est justement parce qu'ils les aiment et qu'ils veulent les protéger, même si ça paraît un peu obscur, peut-être raconté comme ça, mais que là, c'est la seule solution qu'il a trouvée parce que, il a une maladie, c'est-à-dire une vraie maladie, en fait, qui existe, c'est dans le DSM, je veux dire, c'est nommé, en fait, c'est une vraie maladie. Et je pourrais te transférer, j'ai des documents sur ça, mais sur comment parler aux enfants du syndrome post-traumatique, et je pense que ça peut être un point intéressant. J'ai parlé tout à l'heure des enfants qui pouvaient protéger leurs parents, c'est ce qu'on appelle aussi parfois le conflit de protection. C'est où l'enfant, en fait, il en vient, s'il sent qu'il est en danger, un des deux parents, à effectuer des choix répétitifs pour s'assurer de la sécurité des parents, en fait. Par exemple, il va se dire, mais si je dis ça à papa, ou si je dis ça à maman, que par exemple, papa, il devait rentrer hier, mais qu'en fait, il n'est pas rentré. Est-ce que maman, elle va se sentir encore plus en insécurité? Est-ce que ça va être encore plus dangereux pour elle? Où il en vient, en fait, à se dire, qu'est-ce que je peux dire ou pas dire, qu'est-ce que je peux faire ou pas faire pour que mes parents soient en danger? Et c'est ça, en fait, où il faut être vigilant, c'est de se dire, faut pas qu'ils se sentent pris au piège de ça, de la santé et de la sécurité de ses deux parents. D'où ce que j'insiste, ce que j'ai pu dire tout à l'heure, mais comment on peut leur redire que, s'entourer, en fait, le plus possible. Même là, dans votre cas, je pense, il y a des associations aussi qui existent par rapport à ça, au syndrome post-traumatique, comment on peut en faire partie, mais s'entourer de personnes compétentes et d'amis, et que les enfants sentent que vous êtes entourés. Ça va être ça, le point qui est important. Voilà, par rapport à ça et aux enfants. Et ce qu'on aime beaucoup, nous, avec Swazik, dont on parle beaucoup dans le livre aussi, c'est la place du pardon. Et comment on peut se pardonner au sein de l'intimité, se demander pardon et accepter le pardon. Et comment on peut peut-être aussi matérialiser ce pardon devant les enfants. Dire, ou pouvoir en parler en aparté avec les enfants. Tu vois, là, on a vécu vraiment une période très difficile avec papa, mais il m'a demandé pardon. Et j'ai réussi à accepter son pardon. Ça n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, on a pu se pardonner l'un et l'autre. Je dis pas que vous en êtes là dans cette étape de vie de couple, mais de pouvoir aussi en parler avec l'enfant, et ça lui donne aussi un apprentissage. En fait, je trouve tellement grand de pouvoir dire c'est quoi le pardon, comment ça fonctionne, et qu'il puisse aussi faire l'expérience. On peut être en désaccord, on peut vivre des moments intenses, dans le sens intense mais très difficile, mais on peut aussi revenir à une relation stable et apaisée en passant par ces étapes de pardon, en fait, cette démarche-là. Donc, pouvoir en parler, puis donner aussi parfois des exemples concrets. Tu vois, avec ton frère ou ta sœur, parfois vous êtes pas d'accord, vous chamaillez, vous pouvez parler très fort, ou vous dire des choses que vous regrettez, vous demander pardon, et ça changerait, en fait, que vous vous aimez, il y a quelque chose qui vous unit. Tu vois, c'est pareil avec papa aussi. On vit un peu la même chose. Voilà pour les idées que j'avais en t'écoutant. Et j'ai essayé un peu de généraliser pour que ça puisse parler à nos auditeurs, en tout cas sur la question de la violence et sur comment parler à nos enfants et comment distinguer l'escalade, je dirais, de la violence au sein du couple pour pouvoir l'éviter. Moi, je voudrais juste te demander, Marie-Lise, pour ceux qui nous écoutent et qui ne vivent pas une situation aussi intense et aussi compliquée que ce que connaît Marie, juste dans la vie de tous les jours, quand on se dispute, est-ce que déjà, tu vois, on peut se disputer devant les enfants, ou est-ce qu'on se l'interdit, et est-ce qu'il y a une bonne façon de se disputer devant ses enfants? Je pense qu'on peut se disputer devant ses enfants parce que déjà on est humain, ça va forcément arriver. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que ça montre qu'on peut s'aimer même si on est en désaccord, en fait. Mais là, c'est vraiment ce que j'ai pu dire tout à l'heure, c'est comment on peut se disputer ou en fait avoir une discussion un peu plus où on n'est pas d'accord. En fait, c'est ça la dispute, où on est un peu d'accord et on échange. Mais c'est comment on se dispute tout en se respectant l'un l'autre. Donc je dirais que c'est ça, bien se disputer entre guillemets, c'est se disputer tout en se respectant et on le voit bien. Par exemple, au travail, ça va être plus facile parce qu'il y a le cadre, il y a la rigidité. On va se dire je me suis un peu fâchée avec mon patron. Mais on va pas dire qu'on est en conflit ou qu'il y a une violence. On a eu des points de désaccord et on a échangé. C'était peut-être, avec une intensité plus grande que d'habitude, mais souvent avec le cadre professionnel, on a cette barrière qui fait qu'on maintient le respect. Et en fait, dans l'intimité, on a tendance à faire tomber cette barrière. Et est-ce que, tu vois, par exemple,
on commence à discuter, les enfants sont là, on se dit allez c'est pas cool en fait au milieu d'eux, donc on s'arrête et en fait une fois tout le monde couché dans la chambre, on ferme la porte et on reprend parce que en fait c'est en nous, il faut qu'on finisse cette discussion. Et en fait, bon, on a une maison qui est peut-être pas très grande, qui est sonore. Enfin, les enfants, en fait, malgré tout, ils entendent. Qu'est-ce qui vaut mieux, tu vois? En fait, assumer quelque part le conflit devant les enfants, soit là, ou le refaire dans une intimité qui finalement, tu vois, ne permet pas vraiment d'être isolé. Et eux vont entendre ça. Déjà, je pense souvent quand il y a les enfants, on est quand même moins disposé. L'idée pour que ça évite de partir dans une escalade, comme elle l'a dit Marie, ils rentraient le soir quand c'était le rush du soir et tout ça. Et on voit souvent que dans le couple, les conflits ils explosent à ce moment-là. Et on voit bien que c'est pas le moment où on est le plus disposé. Je trouve qu'effectivement, si on va avoir une discussion où on sait qu'on n'est pas d'accord, ça peut être une discussion des plus faciles déjà. Donc c'est de créer un cadre le plus propice où on sera à même de s'écouter et à même de pouvoir entendre les propos de l'autre. Et ça veut dire aussi soit pas être trop fatigué, être capable d'être en connexion avec ce qu'on vit intérieurement et pouvoir entendre ce que l'autre dit. Donc c'est pas, je veux dire, il y a pas, est-ce qu'on peut se disputer ou non devant les enfants? Ce que je voulais relativiser, c'est dans le sens où c'est pas grave de se disputer pendant les enfants. Mais après, enfin forcément, là où on sera le mieux et le plus disponible, ce sera quand ils seront pas là, tout simplement parce qu'on n'a pas de distraction. Mais comme ne pas être en train de cuisiner et être posé, et on en a déjà parlé Soisic ensemble, c'est aussi éviter de se disputer dans la chambre conjugale. Enfin, la chambre conjugale, c'est la chambre de l'amour, j'ai envie de dire. C'est là où on peut avoir des relations sexuelles, mais pas que. Mais c'est le siège aussi de notre amour, notre affection. Et je pense, vaut mieux peut-être aller sur la terrasse ou dans la cuisine. Mais enfin, je sais pas. Je me dis en tout cas que la chambre, le lit, c'est pas là où on va clore une discussion. En fait, c'est pas le plus adapté pour moi en tout cas. Merci Marie. Je suis allée, parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent ont déjà eu cette problématique et ce cas de conscience en fait de se laisser aller à une dispute devant les enfants, que ce soit dans la maison, que ce soit en voiture. Et c'est vrai qu'on voit que très vite les enfants réagissent. Donc soit ils vont chercher à crier plus haut que nous, plus fort que nous pour nous arrêter, soit ils vont essayer de faire diversion d'un moyen à un autre parce que ça les touche. Donc évidemment qu'on ne peut pas s'en passer parce qu'il faut qu'ils le sachent aussi. Moi, j'avais entendu que le danger aussi, c'était que de tout faire bien comme il faut devant eux et que ça se passe par derrière et que eux, ils aient l'impression du coup que le couple était juste parfait. Et cette image aussi de l'amour dans un couple, on ne se dispute pas et que en fait, eux après pour leur vie future et pour le modèle qu'ils pouvaient avoir, c'était pas l'idéal non plus. Mais ce que tu as dit, je pense qu'il faut redire, c'est on peut se disputer devant eux, mais c'est important aussi de savoir qu'on s'est pardonné et ça faut pas hésiter aussi à leur dire. Marie, alors c'est vrai qu'on a on a pris un peu ton histoire sur plusieurs points puis après on est allé sur les enfants. Est-ce que toi il y a des choses qui t'ont interpellé dans ce qu'a dit Marie-Lise? Oui, après la discussion avec les enfants, elle est adaptée. C'est comme ne pas se disputer devant eux. Nous, on a tout essayé. On a essayé de se disputer devant eux, pas devant eux. Enfin, je veux dire, il y a des moments où on peut plus. Et puis il y a des fois où, comme il utilisait des mots très durs, il y a des moments où je pouvais pas ne pas enclencher de dispute parce qu'en fait, il fallait aussi que je montre à mes enfants que non, mais j'étais absolument pas d'accord de la manière dont ils pouvaient leur parler parce que, je pouvais pas laisser faire. Sinon, moi, c'était comme si je les protégeais pas. C'est pas très facile en fait à gérer ce genre de dispute. Et après, alors j'ai beaucoup dit aux enfants du coup que effectivement, j'étais quand même d'accord des fois sur le fond. Pourquoi papa râlait, donc genre la chambre était oui en bazar, faut peut-être à un moment donné l'admettre, mais que effectivement c'est vrai que j'étais pas trop d'accord sur la forme qu'il utilisait. J'ai beaucoup joué là-dessus pour quand même leur montrer que non mais je soutiens papa, même si c'est vrai que il était un peu violent sur les mots qu'il utilisait quoi. J'ai essayé de jongler là-dessus comme j'ai pu, on va dire. Et puis il y a quand même quelque chose qu'on a dû aussi beaucoup leur expliquer, c'est le pourquoi papa est comme ça. Donc nous, on a même été obligés d'expliquer que en fait, de leur expliquer ce que papa avait vécu avec son grand-père. Donc ça aussi, ça n'a pas été évident parce que, eux, pour le coup, ont une image de grands-parents de mon côté qui n'est pas du tout la même de l'autre côté. Et admettre aussi que son grand-père puisse être comme ça, c'est quand même assez compliqué aussi, quoi. Donc, mais je pense que ça les a quand même aidés à mieux comprendre de pourquoi c'était si difficile pour leur papa de gérer ça. Il y a un
petit sentiment, pas de pitié, mais un peu quand même, pour l'enfant qu'il a été finalement. Mais bon, après, franchement, je crois qu'on fait comme on peut. Ouais. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Marie, on fait comme on peut, mais ce que je trouve beau, c'est qu'on sent vraiment que t'es volontaire, avec une envie, tu vois, de bien faire. Tu l'as dit plusieurs fois, t'aurais pu tout plaquer. Plus d'une fois, mettre ton mari dehors et dire stop, tu verras plus les enfants, tu ne le verras plus. Et en fait, on sent que tu as envie d'avancer, que tu veux trouver des solutions. Et on souhaite vraiment que ça porte des fruits pour toi, pour vous deux, pour votre famille. Merci en tout cas de la confiance que tu nous fais en venant parler de cette histoire difficile à notre micro. On espère que ça servira à beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, à beaucoup de couples. Merci Marie-Lise pour tes conseils toujours avisés. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute, pour votre fidélité. Et puis on vous donne rendez-vous très très bientôt pour un nouvel épisode d'Au cœur du couple. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au cœur du couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple.